Bonjour à tous et bienvenue à cette session désormais traditionnelle qu'on fait à demain avec Patrick. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter des grands sujets du moment. Et on a pris un petit peu comme accroche, voilà, qui sont peut-être les risques pas tellement pricés. On va parler de tous les sujets du moment, de l'inflation, de la croissance, des banques centrales, comme on fait d'habitude, sur le mode un petit peu ping-pong avec Patrick sur ces différents thèmes tous les deux. On prendra des questions à la fin, on va essayer de parler une cinquantaine de minutes et puis on prend des Q&A à la fin. Pareil à tous ceux qui nous ont rejoints en mode digital, puisque on est en mode hybride, c'est la norme désormais. N'hésitez pas à poser vos questions et je les vois au fil de l'eau, donc on essaiera de y répondre soit dans le cadre du propos, soit à la fin, encore une fois, au bout de cette petite heure qu'on se propose de partager avec vous sur ces différents thèmes avec Patrick. Donc, on s'est dit que le gros thème, c'était justement la croissance, parce que c'est peut-être ça qui est peut-être le moins bien pricé par les marchés. L'inflation, il y a beaucoup de sujets, évidemment. On en parlera juste après. Peut-être qu'on peut commencer, Patrick, avec la croissance, qui est un des sujets de 2022. Oui, bonjour à tous. Donc, on commence par 4. On a décidé, in extremis, de changer l'ordre. Quand vous regardez les prévisions qui circulent, il semble qu'il y ait un très grand consensus sur les prévisions de croissance pour 2022. La dispersion des prévisions, quand vous regardiez les prévisions des banques ou des institutions internationales, est extrêmement faible. Et je crois que ceci cache en réalité une très grande incertitude en réalité sur ce qu'il y aura comme croissance en 2022. Alors, je vais essayer de commencer, Jean-François continuera, en vous donnant les différents points négatifs qui pousseraient une vision assez pessimiste des perspectives de croissance et les différents points positifs. Et vous verrez que ce n'est pas forcément évident après de savoir assez précisément ce qui va réellement se passer. Alors le premier point, je commence par les points négatifs. Le premier point négatif, c'est ce que vous voyez là. Alors, je ne sais pas pour quelle raison il y a une des courbes qui a disparu. Ce que vous avez là, c'est le plus spectaculaire, c'est les États-Unis. L'Europe, je vais la commenter, la courbe est partie. Aux États-Unis et à moins de degrés en Europe, on va avoir en 2022 une réduction extrêmement forte du déficit budgétaire. Aux États-Unis, elle va être de l'ordre de 8 points de PIB. Là-dedans, il y a 2 points de PIB qui viennent de l'amélioration de la situation cyclique. Donc, il reste 6 points de PIB de réduction de ce qu'on appelle le déficit structurel, celui qui n'est pas lié au cycle économique. En Europe, on a à peu près 2 points de PIB de réduction du déficit structurel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif normalement. D'habitude, on utilise ce qu'on appelle des multiplicateurs fiscaux qui sont de l'ordre de 1. C'est-à-dire que quand on réduit de 1 point de PIB le déficit public structurel, on perd 1 point de croissance. Donc on perdrait 6 points de croissance aux États-Unis et 2 points de croissance en Europe, ce qui évidemment n'est pas du tout ce qu'on voit dans les prévisions qui circulent. Donc il faut avoir ça à l'esprit et j'y reviendrai dans une seconde. Alors je rassure tout le monde, ce n'est pas nos prévisions de croissance non plus, les moins 6. Non, parce que là je suis dans les moins, après il y aura les plus. Après le deuxième moins, on parlera tout à l'heure de l'inflation, mais c'est qu'on a comme une perte de pouvoir d'achat des salariés. Vous voyez les salaires aux États-Unis. Et vous voyez l'inflation aux États-Unis, donc il y a 2 points de recul du pouvoir d'achat des salaires. En Europe, on n'en sait rien, parce qu'enfin, on a un problème, je fais une note de bas de page. Le chômage partiel en Europe a semé une pagaille. On avait parlé hier avec le Trésor, plus personne. Prenez la ligne rouge, par exemple, c'est la croissance du salaire par tête dans la zone euro. Alors, vous voyez, au deuxième trimestre 2020, on est à moins 5. Aujourd'hui, on est à plus 8. Alors, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'on avait le chômage partiel, donc les gens étaient payés par l'État et puis par les entreprises. Et aujourd'hui, ils reviennent dans les entreprises. Donc, c'est quoi la tendance du salaire par tête en Europe? Donc, en gros, il faut faire la moyenne des deux. Donc, c'est moins 5 plus 8 égale plus 3. Divisé par 2, ça fait 1,5. Enfin, les séries européennes sont un peu compliquées. Voilà. Donc, sachant qu'il y avait beaucoup de chômage partiel qui était payé. Nous, en France, on était assez protégés, mais il y avait pas mal de pays où c'était 80, 70 du salaire seulement. Donc, évidemment, quand vous récupérez votre salaire, vous gagnez vite fait 30% de salaire. Donc, on a des biais statistiques très, très forts. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, surtout quand on en parlera tout à l'heure. On a un débat sur les coûts salariaux. Le troisième facteur négatif, c'est la Chine. Alors, on parlera peut-être une minute tout à l'heure. Vous avez vu la croissance de Q3, c'est 0,2 sur le trimestre. Alors, il y a des effets, il y a des choses un peu particulières, qui sont la crise de l'énergie en Chine. Mais quand même, ayez à l'esprit qu'en Chine, la consommation est faible parce que les Chinois ont peur du vieillissement.
L'investissement des entreprises n'a pas augmenté depuis plusieurs années parce que les entreprises sont trop endettées et qu'en plus il y a quand même du risque politique. Et le consensus, c'est que la construction résidentielle va baisser de 20% avec la crise des promoteurs. Donc il reste un seul moteur de la croissance chinoise qui est les exports et du coup une croissance faible. Voilà. Alors je finis, avant de passer la parole à Jean-François, en disant qu'est-ce qu'il y a du côté positif? Essentiellement, une chose que vous savez, qui est que la situation financière des entreprises est extrêmement bonne et bien meilleure que celle qui était anticipée, pas par nous, mais disons de façon consensuelle. Mais surtout, le vrai sujet, c'est le sujet de l'épargne accumulée pendant la Covid. Donc, vous voyez les taux d'épargne des ménages, et vous voyez qu'on n'est pas du tout revenu à la normale. Donc, pour l'instant, il y a une énorme épargne qui a été accumulée pendant la Covid. Ça fait à peu près 7 points de PIB. Quand vous regardez la moyenne de l'OCDE, c'est le même chiffre en France. Et pour l'instant, cette épargne n'est pas du tout consommée. Au contraire, les taux d'épargne restent nettement supérieurs aux taux d'épargne d'avant la Covid. Donc, il y a non seulement on ne désépargne pas, mais on continue à épargner beaucoup. Si on reste comme ça, avec ce qu'on a dit avant sur les déficits publics, on va avoir beaucoup moins de croissance que ce qui est dans les anticipations, y compris les nôtres. Et simplement, la sensibilité est gigantesque. Je prends le cas de la France, vous avez peut-être vu un papier de l'OFCE qui faisait bien les calculs il y a 2 jours. Si vous dépensez un quart de l'épargne cumulée, si un quart de l'épargne cumulée était consommée en 2022, la croissance serait de 6. Puis si la moitié est consommée, la croissance est du 8, etc. Et si rien n'est consommé, la croissance, c'est plutôt 3, quoi. Donc on a une sensibilité absolument gigantesque des prévisions. Alors, la réduction des déficits publics, c'est une certitude. Donc on sait qu'on va avoir cet effet négatif. Là, honnêtement, on peut juste faire des hypothèses. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de rattrapage du tout de consommation. Donc c'est quand même relativement inquiétant. Vous voyez, aux États-Unis, on a une série mensuelle de taux d'épargne. Vous voyez qu'il est toujours nettement plus élevé qu'avant la Covid. Voilà. Et donc la question, et je m'arrête là, c'est ça, c'est que les réserves financières des ménages sont très élevées. Pour l'instant, ça sert à acheter des logements essentiellement. Donc vous faites monter les prix de l'immobilier. Vous voyez, les États-Unis, on est à 19% sur un an. En Europe, on est à 7. Le record du monde, c'est le Japon, c'est 26 sur un an. Mais cette épargne, pour l'instant, elle n'est pas consommée. Et donc, si ça ne change pas, nos prévisions de croissance sont trop hautes, enfin celles de tout le monde. Et si ça change, on peut aller très haut dans la croissance. Donc voilà, je m'arrête là, mais juste pour vous sensibiliser au fait qu'en réalité, l'écart type de la croissance prévue pour 2022 est très élevé. Alors qu'est-ce qu'on en conclut, nous, de notre côté? On se dit que finalement, le ralentissement américain va être quand même beaucoup plus marqué, ce que disait Patrick sur le déficit. Encore une fois, 6 points de déficit structurel, donc 3 fois plus de réduction du déficit structurel aux États-Unis qu'en Europe. Donc on va avoir un ralentissement américain beaucoup plus marqué en 2022 qu'en Europe. Donc on va passer, grosso modo, de 6% de croissance à 3, avec un rythme en fin d'année 2022 encore plus bas que ça aux États-Unis. Donc on a un véritable ralentissement aux États-Unis, alors que finalement en zone euro, les réductions de déficit, on le disait, sont 3 fois moindres. On est un petit peu dans le soutien budgétaire un petit peu meilleur, et puis vous voyez, ça s'accumule. On est en période électorale en Italie, en France, donc on a en plus le plan de 30 milliards d'investissement en France avec 4 milliards dès 2022. On a le plan de relance européen, les 750 milliards dont le gros va être viré l'année prochaine, et on a déjà eu des versements, 10 milliards en France, 20 milliards, plus de 20 milliards en Italie, etc. Donc tout ça fait qu'il y a une petite dynamique budgétaire un peu plus favorable en Europe, ou moins défavorable, disons, en Europe qu'aux États-Unis. Et à l'inverse, on a souvent la question, oui, mais quid du plan Biden? Vous savez très bien ce qu'on en raconte, on le dit souvent ici. On a ce plan Biden qui, 1, n'est pas voté, 2, on parlait des 4,5 trillions, a priori, ce sera loin du compte, on aura beaucoup moins que ça. Et 3, c'est un plan sur 8 ou 10 ans. Donc de toute façon, si vous divisez ça par nombre d'années, ce plan, en termes d'investissement net dans le PIB, n'est pas énorme. Et en plus de ça, comme ils vont passer par leur reconciliation, donc à la majorité simple, ils sont obligés de l'autofinancer. Donc il y aura très peu en net de choses qui ne seront pas compensées par des hausses d'impôts. On parle de 600 milliards sur les 4,5 trillions. Donc évidemment, si on a la moitié de ça, si on a 2 ou 3 trillions, on aura en impact net dans l'économie américaine quelque chose de beaucoup plus faible. Ce qui nous semble aussi très fortement biaisé, en tout cas un petit peu plus favorable en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on est plutôt quand même sur des chiffres de croissance 5 cette année, 4 l'année prochaine en Europe. Et pour ce qui est de la France, on est sur du 6%, un peu plus de 6% cette année,
et plutôt autour de 4,5-5 l'année prochaine. Mais comme disait Patrick, ce qui change complètement, c'est la dynamique de la consommation. Hein, vous savez, on a 160-170 milliards d'épargne, il y avait le graphique tout à l'heure de l'épargne cumulée en Europe versus les États-Unis. Hein, on a 160-170 milliards d'excès d'épargne en France, hein, par rapport à ce qui était le cas auparavant. Donc il suffit qu'il y a ce que disait Patrick sur le FCE, un tout petit peu de ça qui soit consommé, et vous aurez vite fait un petit peu de croissance. Donc là, on atteint vite les 5%. Qu'est-ce qu'on dit nous là-dedans et pourquoi on est un peu en dessous de 5 quand même? On se dit qu'on aura toujours pas mal d'épargne de précaution, qu'on va revenir vers 17%, hein, contre 20 aujourd'hui et 15 avant la crise. Mais quand même, il y a une dynamique, notamment en France, qui nous semble intéressante à surveiller, c'est le chômage. Et souvent, hein, l'épargne de précaution est très fortement corrélée au chômage. Et donc, on voit, ça c'est une grosse surprise, que pour le coup, le défaut des entreprises, la situation financière des entreprises, on ne s'est pas trop loupé. Sur le chômage, on était un peu à se dire que ça allait être 12%, puis à la fin, en France. Et finalement, on va finir dans les 6 mois prochains, on sera sans doute à tangenter les 7% de chômage en France. Donc, on a créé de l'emploi cette année, on a créé de l'emploi en France pendant la crise du Covid. Et l'Europe, c'est pareil, on se retrouve avec une situation du chômage qui n'est pas si mauvaise. Et donc, dans ce contexte-là, on est un peu à se dire, effectivement, il y a peut-être ce surplus d'épargne qui peut être consommé. Et ça fait un petit boost en Europe. Alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, avec la fin des chèques, avec les gens qui grosso modo, sont peut-être partis plus structurellement du marché du travail, on va peut-être en parler sur le sujet de l'inflation, on a peut-être un petit peu moins de réserves de consommation aux États-Unis qu'en Europe. Donc, si je conclue un peu à ce stade, on est plutôt plus favorable en croissance relative avec une Europe qui va un peu moins ralentir que les États-Unis, mais ce qui est normal, hein. On a rebondi plus tard, moins fort. Donc, on va avoir cette dynamique qui, sur 2022, va quand même sans doute perdurer un peu plus en Europe qu'aux États-Unis, mais avec toutes les incertitudes liées à la consommation. Si vous avez des variants là qui reviennent, comme en Grande-Bretagne, etc., peut-être que la consommation et l'épargne de précaution restera forcément là. Mais attention, la dynamique du chômage du marché de l'emploi, le taux d'emploi augmente fortement en Europe par rapport aux États-Unis, et ça, c'est assez favorable à la conso quand même. Juste pour finir, je cherchais ça, vous voyez, le déficit structurel, vous voyez le sujet, quoi. Je veux dire, en Europe, on est à 3,5 à peu près en 2021, donc il va baisser de 2 points entre 21 et 22. Aux États-Unis, on est à plus de 15 de structurel, quoi. On a pratiquement plus de cyclique. Donc évidemment, on ne peut pas rester à 15 de structurel. Et donc on a mécaniquement une contraction budgétaire, et comme dit Jean-François, vous voyez, une telle réduction depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein, le mécanisme est le même en Europe et aux États-Unis, mais en gros, les ordres de grandeur sont 3 fois ou 4 fois plus gros aux États-Unis qu'en Europe. Alors, deuxième point, alors attendez, fermez vos yeux, parce que du coup, je reviens tout en haut, parce qu'à nouveau, bizarrement, on a changé. Comme ça, on va être un petit peu malade. On a décidé de changer de sens. Alors, deuxième question, évidemment, c'est la question inflation. Alors là aussi, il y a beaucoup moins de consensus que sur la croissance. Le consensus sur la croissance, comme on vous a dit tous les deux, il est artificiel. En réalité, l'incertitude sur la croissance est forte. On aurait pu parler aussi de 2023. Il y a la même incertitude, puisqu'en 2023, on va retrouver des chemins de croissance de long terme, avec une incertitude sur l'effet de la crise sur la croissance de long terme. Donc même à partir de 2023, on n'a pas vraiment de certitude sur le chemin de croissance. Alors, inflation. Alors, vous connaissez l'état des lieux, hein. On a cette poussée extrêmement forte de l'inflation. Alors, je voulais quand même rappeler que c'est extrêmement traditionnel en sortie de récession. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé en 2011. Hein, on a aux États-Unis, alors c'est pas autant qu'aujourd'hui, mais quand même, aux États-Unis, on va à 4, hein, en Europe, on va à 3. Et puis, 3 ans après, on commence à discuter la question de la déflation, quoi, je dirais. Donc c'est quand même assez traditionnel. Alors, pas à ce point-là, mais le fait d'avoir des poussées d'inflation en sortie de récession, c'est quand même parfaitement légitime. C'est un effet de base pur, quoi. Alors, le vrai débat, c'est évidemment, on est tous là-dedans, c'est est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est transitoire? Alors, je vais essayer de vous dire les 3-4 mécanismes qui me paraissent importants. Et ensuite, Jean-François donnera plus de précisions. Alors, je reviendrai sur les comos après. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme salarial. Est-ce qu'on a de l'inflation salariale? Il y a des gens qui disent on est revenu dans les années 80. Dans les années 80, il se passe quoi? On a un choc pétrolier, donc on a un choc pétrolier et gazier. Et les salaires s'indexent sur l'inflation qui vient du pétrole et aujourd'hui du gaz. Et comme les salaires s'indexent, on a une inflation qui devient à 2 chiffres, quoi, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, ce que vous voyez là, c'est les coûts salariaux unitaires. Alors, en nouveau, dans la zone euro, c'est assez compliqué. Alors, ça va jusque Q2, on n'a pas encore Q3, bien sûr.
C'est très compliqué parce qu'il y a le même effet chômage partiel qui touche aussi la productivité. Un salarié en chômage partiel au printemps 2020, il ne produit pas et pourtant il est dans l'emploi dans l'entreprise, donc ça fait effondrer la productivité. Aujourd'hui, il revient dans l'entreprise, donc la productivité remonte. Donc à nouveau, il faut lisser la courbe rouge qui correspond à l'Europe. Quand vous faites ça, vous trouvez qu'on a des coûts salariaux unitaires en Europe qui sont probablement autour de 1 à 1,5% sur un an. Aux États-Unis, là, il n'y a pas d'effet chômage partiel, on est à 0. Donc pour l'instant, il n'y a aucune inflation salariale. Et la raison, c'est qu'à la différence des années 80, les salaires ne s'indexent pas sur les prix. Donc le choc pétrolier ne devient pas un choc salaire. Alors, est-ce qu'on reste comme ça? C'est une question très importante, parce que si les salaires se réindexaient sur les prix, l'inflation deviendrait permanente, comme dans les années 80. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que même quand on le fait statistiquement, aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs les accords salariaux qui se signent, ils sont en moyenne, pour la France par exemple, la moyenne des accords salariaux pour 2022 correspond à une hausse de 2,5% des salaires. Vous voyez, on est un poil au-dessus de l'inflation, mais il n'y a rien qui soit inflationniste. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'inflation salariale. Il faut surveiller évidemment cette question de l'indexation des salaires. Le deuxième sujet, alors je fais juste une note de bas de page d'histoire économique. L'inflation, c'est un conflit de répartition entre les salaires et les profits. Il y a de l'inflation quand les entreprises défendent leurs profits, face aux salariés. Et regardez les profits, je veux dire, vous avez les profits réels, ici, en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a jamais été aussi haut, et en Europe, on vient de passer au-dessus du niveau d'avant-crise. Donc il n'y a pas de conflit de répartition, il n'y a pas de problème de profitabilité des entreprises que les entreprises auraient envie de corriger en montant leurs prix. Donc pour l'instant, je crois qu'on peut exclure le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'inflation salariale. Alors le second sujet, évidemment, c'est le sujet... alors évidemment, ça choque un peu, parce que vous connaissez tous, je vais parvenir à la question des difficultés de recrutement. Là, vous avez les États-Unis, c'est le pourcentage des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Là, c'est l'enquête européenne sur la même question. Donc on a un niveau très élevé de difficultés de recrutement. Bon, mais en 2018-2019, on avait ça aussi et ça n'avait pas provoqué vraiment d'inflation salariale. L'inflation sous-jacente aux États-Unis était de 1,6. Et donc les entreprises, en fait, ont d'autres moyens de réagir aux difficultés de recrutement que de monter les salaires. Et en particulier aux États-Unis, elles font des gains de productivité, c'est-à-dire qu'elles automatisent. Donc il n'y a pas que les salaires comme réaction aux difficultés de recrutement. Juste le point qu'ont montré Jean-François aussi. On a quand même le taux d'emploi européen se redresse plus vite que le taux d'emploi américain et il a beaucoup moins baissé. Alors il a moins baissé, c'est une illusion statistique, mais vous voyez que le déficit d'emploi ou de participation est plus faible en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un vrai problème de sortie du marché du travail. Quand vous regardez les détails, ce sont des Américains bien qualifiés qui sortent du marché du travail. Ce n'est pas les moins qualifiés. Donc ce n'est pas un effet bas salaire, c'est un effet d'effet de richesse en fait. Il y a des Américains qui ont assez gagné d'argent sur leur maison, sur leur portefeuille d'actions, sur leur fonds de pension pour ne plus travailler. Voilà, mais malgré ça, à nouveau pour l'instant, on ne voit pas d'inflation salariale. Alors deuxième point rapidement, qui est la question, alors je remonte parce que je l'ai sauté, la question des matières premières. Alors, il y a des sujets très différents d'une matière première à l'autre. Le pétrole, c'est que les pays de l'OPEP ont décidé de ne pas produire assez. Et c'est vraiment un problème de rationnement de l'offre qui fait monter les prix. Dans une situation où ils ont beaucoup moins peur que dans le passé du pétrole de schiste américain. Les boîtes de pétrole de schiste sont engluées dans leurs dettes. Donc, le prix du pétrole, c'est une décision politique, en fait. C'est une décision politique de l'OPEP. Normalement, l'OPEP va continuer à augmenter sa production, mais on a vraiment un vrai déficit de prod. Le gaz naturel, il n'y a pas de problème de production. On produit plus de gaz que la consommation, c'est un problème de logistique. On ne sait pas amener le gaz en Europe et en Chine, là où il y a de la demande. C'est un problème de bateaux, de liquéfaction, de canaux, enfin voilà. Et puis quand même, quand vous regardez les autres matières premières, vous voyez qu'elles se sont stabilisées. Donc par exemple pour les produits agricoles ou les métaux, et qu'elles se sont fortement retournées à la baisse en ce qui concerne les semi-conducteurs, par exemple. Vous voyez qu'il y a une forte baisse des prix. Ils ont déjà baissé de l'ordre de 30% par rapport au pic. Le gaz, d'ailleurs, même le gaz a baissé. En Europe, le prix du gaz a baissé d'un tiers déjà par rapport au pic. Et vous voyez que même le fret commence à baisser. Si vous regardez les containers transpacifiques, les prix ont déjà beaucoup baissé par rapport au pic. Donc voilà. Alors, je vais juste dire deux choses après. Et je passe la parole à Jean-François. Donc, le problème, on a quand même beaucoup de matières premières pour lesquelles on a l'impression qu'on a passé le pic des prix. Et même si vous supposez que les prix restent élevés mais montent plus,
quand vous faites des prévisions d'inflation pour l'été 2022, la contribution des matières premières devient zéro. Donc il ne reste que l'inflation salariale. Et Jean-François donnera plus de détails. Donc attention, attention à ça. C'est pas, si les prix restent élevés mais plats, ça va faire beaucoup baisser l'inflation. Et à nouveau, on a vu que les prix plutôt redescendaient. Deuxième sujet, pourquoi on a eu cette hausse des prix des matières premières? Je voudrais juste prendre une demi-minute là-dessus, après je me tais. C'est très bizarre, parce que le PIB du monde, aujourd'hui, est plus bas qu'avant la Covid. Donc pourquoi est-ce que les prix des matières premières et du transport ont explosé comme ça? La raison, c'est la composition du PIB du monde. On a eu une substitution très très importante de services aux biens. On consomme beaucoup plus beaucoup plus de biens et beaucoup moins de services. Donc, ce n'est pas un effet de niveau. Quand vous entendez c'est à cause de la reprise, c'est juste pas vrai. C'est à cause de la composition de la demande. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme des biens? Il y a le télétravail. On fait acheter plein d'ordinateurs, de chaises de bureau, tout ce que vous pouvez imaginer. La numérisation de l'économie. Et puis, ce qui va durer, et c'est très important de réfléchir à ça, c'est la transition énergétique. Alors, je prends 30 secondes parce que c'est un mécanisme qui est très, très important. La transition énergétique, ça va nécessiter beaucoup d'investissements. On parle de 3 points ou 3,5 points de PIB d'investissement en plus. Et donc, il va falloir consommer moins et investir plus. La consommation, c'est 80% de services. L'investissement, c'est 100% de biens. Donc, vous allez avoir un massif transfert de la demande de services vers les biens. Les biens, c'est des éoliennes, des électrolyseurs, des câbles, etc. Vous imaginez ce que c'est, quoi. Et donc, tout le temps de la transition énergétique, on va consommer plus de biens et moins de services. Donc, cette partie-là de la demande de biens, elle va rester. Donc, on va quand même si les prix des matières premières redescendent un peu, on va quand même rester dans un monde de matières premières chères, à nouveau parce qu'on a ce choc où on se met à consommer moins de services et plus de biens. Donc comprenez bien que c'est un effet de composition de la demande et ce n'est pas un effet de niveau de la demande. Voilà, je m'arrête. Sylvain, pour refaire après la liaison au point d'après sur les banques centrales, pour revenir sur ces différents points, nous sur les effets matières premières, on est vraiment à jouer les effets bases qui vont être très très forts, encore une fois, et donc ce que disait Patrick, ça nous fait revenir l'inflation américaine très très vite, ces effets de base, si on ne se trompe pas et qu'on pense que c'est en train un peu, on est sur un plateau, on a des effets de base assez forts et qui font que la headline inflation assez vite, à partir de la mi-2022, on revient très très rapidement sous les 2%, peut-être plus proche de 1 que de 2 en Europe, ce qui est, on n'a pas vraiment ça en tête, et même dans l'inflation forward. Pareil aux États-Unis, on va revenir assez vite sous les 2,5 avec ces prix, ces effets de base qui vont jouer à l'inverse. Ce qui nous semble assez fort dans l'idée que c'est un plateau et que ça ralentit, encore une fois, ce que disait Patrick, c'est des goulots d'étranglement. Un goulot d'étranglement, c'est comme un embouteillage de voiture. À la fin, c'est très long quand on est dedans, mais à la fin, ça se régule parce que c'est pas fermé. Donc là, c'est du backlog, c'est des goulots qui vont s'écouler. C'est parce qu'il y a plein de porte-containers où il n'y a personne pour les décharger à Los Angeles et dans les ports chinois fermés dès qu'il y a un cas de Covid. Mais ça, c'est appelé à se normaliser. Et puis, comme disait Patrick, on ne va pas acheter un deuxième écran d'ordinateur, un deuxième siège. On attend de se faire livrer, mais on ne va pas en racheter un derrière. Donc, à la fin, on a cette espèce de backlog qui va s'évacuer. Et puis, probablement qu'avec la réouverture des économies, des services progressivement, et on voit vraiment cet effet-là en France, on va avoir un panier de consommation qui va rebasculer plus en faveur des services. Et donc, on aura moins ces goulots d'étranglement dans les services que quand vous commandez quelque chose qui doit prendre un conteneur. Encore une fois, le trafic maritime, c'est plus de 90% des échanges de biens. Donc, évidemment, ça coince quand personne ne peut décharger les prix. Puis, le deuxième effet, au-delà de cet effet de base, c'est qu'il nous semble qu'on a un très fort ralentissement chinois. On va en parler. On a une croissance chinoise, on l'a dit tout à l'heure, qui est passée de 18% au deuxième trimestre à 4,9%, qui va probablement vers les 3%, et on est assez optimiste. Il y en a même qui parlent de 1, voire de 0 au quatrième trimestre. Donc, on voit bien une trajectoire chinoise en très fort ralentissement. Patrick le disait en introduction, on ne voit pas trop les éléments à l'appui de la croissance chinoise, plus plein d'effets structurels, plein d'effets politiques où ça resserre les boulons un petit peu partout en termes de mainmise du Parti communiste, etc. Donc, on est plutôt dans un ralentissement très fort et structurel et conjoncturel chinois. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est en faveur d'une forte hausse des matières premières. On le voit déjà dans un certain nombre de matières premières. Si la Chine ralentit, évidemment, la plupart, c'est le plus principal importateur d'à peu près tout. Ça va un petit peu ralentir, à commencer par le pétrole. Donc, il nous semble qu'on a ces effets de base, plus un ralentissement chinois qui va quand même un peu à l'appui de cette baisse des matières premières dans le futur, en tout cas en 2022, il nous semble. Sur l'inflation salariale, c'est ça qui va être déterminant pour les banques centrales, pour faire la liaison avec le point d'après.
Effectivement, est-ce qu'on a cette boucle prix-salaire? Voilà, on a l'idée que on va avoir de l'inflation, probablement salariale ici ou là. On voit bien la restauration en France, plus 9% dans les accords qui sont en discussion. Amazon qui nous dit que maintenant son salaire minimum d'embauche pour faire des cartons, c'est $22. Donc on a évidemment des hausses de salaire. Donc probablement qu'on va avoir un petit peu d'inflation salariale. Mais Patrick l'a dit, la vraie question, c'est la productivité. C'est-à-dire que si vous avez de l'inflation salariale qui monte, mais de la productivité qui monte, l'effet est nul sur la profitabilité des entreprises et sur dans le transfert sur les prix. Donc on n'a pas forcément la boucle prix-salaire si la productivité suit. Il nous semble, et on a pas mal d'études là-dessus, que finalement, l'accélération de la digitalisation, le fait que là, il y a un certain nombre de personnes qui soient en digital, qui peut-être travaillent en même temps, voilà, on a gagné en gain de productivité, on a perdu en productivité horaire, mais probablement gagné en productivité totale avec le télétravail, etc. On est plutôt dans l'idée que la productivité, en tout cas, va pas sans doute baisser dans le futur. Donc, l'inflation salariale, on n'y croit pas trop encore pour l'instant, et Patrick le disait, alors on regarde peut-être dans le rétroviseur, mais les accords salariaux, même en Allemagne, deuxième trimestre, c'est 1,73, les accords salariaux. IG Metall, on a des accords largement inférieurs à l'inflation pour l'instant. Et encore une fois, si l'inflation repasse sous les 2% l'année prochaine, ça va être compliqué du coup de voir beaucoup d'indexation des salaires sur les prix non plus. Donc il nous semble que c'est ça que va regarder surtout les banques centrales, et c'est pour ça qu'elles nous disent c'est temporaire, qu'on regarde à 18 mois. Et quand vous êtes une banque centrale, vous faites votre politique monétaire en regardant l'effet à 12-18 mois. Et quand on voit ce qui se passe à 12-18 mois, on est tous quand même à penser que l'inflation, elle ne sera pas à 5,4 aux États-Unis, pas à 4 en Allemagne, et pas à 2,7 en France si on prend l'indice harmonisé des prix. Donc on est plutôt quand même à revenir à la baisse, et les banques centrales vont quand même plutôt jouer ça de ce point de vue-là. Alors, donc, on va parler des banques centrales. Que dire? Enfin, d'abord, c'est pas la peine de faire le malin en faisant des prévisions de ce que font les banques centrales. Les banques centrales sont dans une logique de transparence, donc il faut plutôt écouter ce qu'ils disent dire que ce qu'on anticipe d'une banque centrale est différent de la communication de la banque centrale, c'est une bêtise, quoi. Il ne faut pas faire ça. Donc en gros, les banques centrales, on a une première étape d'analyse qui est de dire écoutons ce qu'ils disent. Donc on le sait, et Jean-François à nouveau va entrer dans le détail, la Réserve fédérale va progressivement réduire ses achats. Vous voyez là la base monétaire aux États-Unis, donc c'est le total du bilan à peu de choses près de la Banque centrale. La BCE est en train de préparer la succession du plan pandémique, du PEPP, et les déclarations des uns ou des autres à la BCE montrent qu'ils vont réduire, mais pas beaucoup, probablement leurs achats de titres, et qu'ils sont en train même de réfléchir à la moyen de les maintenir flexibles, à la fois en termes d'actifs achetés et à la fois en termes de géographie où ils achètent. Donc on aura quelque chose en fait qui ne sera pas très différent du PEPP. Timing, en gros, à l'été 2022, la Réserve fédérale stabilise la taille de son bilan, et la BCE beaucoup plus tard, quoi. Et rappelez-vous quand même quelque chose qui est quand même extrêmement important et qu'on peut voir de 36 façons. Ce qui compte sur les taux d'intérêt à long terme, c'est le niveau de la détention d'obligations par la Banque centrale. Ce n'est pas les flux d'achat. C'est le stock détenu, parce que ce stock détenu n'est pas à être porté par les investisseurs normaux. Vous pouvez le voir autrement, en disant, quand il y a beaucoup de... Alors les taux, je parlerai des taux après, ou Jean-François en parlera. Quand il y a beaucoup de monnaie, je n'ai pas mis la monnaie, quand il y a beaucoup de monnaie à détenir, alors ce n'est pas cette monnaie-là, c'est la monnaie détenue par les agents économiques, CM2, il faut, pour que les agents économiques détiennent la monnaie qui a été créée, qu'ils ne soient pas incités à détenir des obligations. Donc il ne faut pas que les taux d'intérêt à long terme soient trop élevés. Donc il y a un cap sur les taux d'intérêt à long terme qui est le niveau qui ferait basculer les agents économiques de la détention de monnaie vers la détention d'obligations. Et on ne peut pas passer ce niveau des taux. Alors maintenant, c'est très difficile de dire quel est ce niveau des taux qui capte les taux d'intérêt. Vous avez là les taux à 10 ans. C'est plus haut qu'aujourd'hui, mais vous voyez, on ne peut pas passer dans un régime tant que la monnaie, une fois qu'elle est émise, il faut qu'elle soit détenue, quoi, je veux dire. Donc vous ne pouvez pas mettre en place une politique de taux qui ferait que la monnaie émise ne serait pas détenue. Sinon, vous fabriquez l'Argentine, vous fabriquez la fuite devant la monnaie. Et donc il y a un cap sur les taux, c'est pour ça qu'ils ne vont pas beaucoup monter, les taux d'intérêt à long terme. Alors ils vont monter, parce qu'il y a ce choc d'inflation, même s'il va disparaître, parce qu'on se rapproche du moment où les banques centrales vont monter leur taux d'intérêt, je laisse Jean-François en parler, parce qu'aussi il y a une rotation des portefeuilles qui continue vers les actions, mais enfin il y en a quand même un vrai cap sur le niveau des taux. Alors 2 mots quand même après sur la politique monétaire.
pour un peu montrer la bizarrerie quand même peut-être du fonctionnement des banques centrales. Première chose, toute la recherche récente, et en particulier à la Réserve fédérale aux États-Unis, montre que contrairement à une idée reçue, l'inflation anticipée à long terme, là vous avez les swaps d'inflation à 10 ans, on peut regarder l'Université de Michigan, l'inflation anticipée à long terme n'a aucun effet sur l'inflation qui se réalise à long terme. Alors, dit comme ça a l'air, on peut en prendre de ça une vue à très court terme en disant c'est pas grave que. Le téléphone de Milton Friedman, c'est pas d'accord. Milton Friedman, je m'en fous, il est mort. Et donc, non, mais c'est très très important. Parce que c'est pas Friedman, c'est Barrow et Gordon qui devraient protester. Parce que ça veut dire que la théorie de la crédibilité des banques centrales, ça n'existe pas en réalité. La crédibilité, c'est qu'il ne faut pas laisser monter l'inflation anticipée. Oui. Non, mais c'est toujours Barrow et Gordon. Ça, normalement, ce qui s'est passé sur l'inflation anticipée à 10 ans, dans la période récente, vous dites, normal, ça c'est pas bien, si vous croyez à la crédibilité, les banques centrales ont laissé monter l'inflation anticipée, donc elles perdent leur crédibilité. Sauf que les mêmes banques centrales vous disent, ça n'a aucune importance, parce que ça n'a aucun effet sur l'inflation qui va vraiment se réaliser à long terme. Donc cette théorie de la crédibilité, en réalité, qui a guidé d'ailleurs pendant 40 ans l'action des banques centrales, elle est absolument rejetée par les faits. Il n'y a aucun effet. Donc regardez, j'ai écrit plein de papiers là-dessus. Quand vous corrélez l'inflation anticipée, quelle que soit sa mesure, avec l'inflation qui se réalise 3 ans après, 5 ans après, etc., la corrélation, non seulement elle n'est pas positive, elle est même négative. Donc, ce n'est pas grave du tout que l'inflation anticipée à long terme ait augmenté. Ce n'est pas pour ça qu'il y aura de l'inflation. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est que la BCE est quand même dans une trappe compliquée parce qu'ils veulent maintenant avoir une inflation sous-jacente, en fait, puisqu'ils disent durablement installée à 2%. Or, quand vous regardez l'histoire de l'inflation sous-jacente dans la zone euro, la moyenne sur la période 2010 à maintenant, c'est 1, quoi, je veux dire. Donc, et quelle que soit la politique monétaire qui a été menée. Donc on a vraiment l'impression que la BCE s'est mise dans une trappe bizarre où ils ont un objectif d'inflation qui est maintenant à solidement 2%, qu'ils n'arriveront jamais à satisfaire. Et donc on se dit que la politique monétaire très expansionniste en Europe, elle va rester très longtemps très expansionniste. Et donc ça va créer une asymétrie entre les États-Unis et l'Europe du point de vue de la politique monétaire à laquelle il faut réfléchir quand on réfléchit aux flux de capitaux, au change, etc. Donc voilà. Bon, je crois que c'est pas très compliqué finalement les politiques monétaires, mais donc ayez à l'esprit. Et regardez un papier qu'on a sorti hier tous les deux avec Jean-François sur le bon modèle après, qui est le modèle de choix de portefeuille. Aujourd'hui encore, il y a trop de monnaie dans les portefeuilles, puisque les banques centrales continuent à créer de la monnaie. Et comme il y a trop de monnaie dans les portefeuilles par rapport aux poids optimaux, cette monnaie va continuer à être réinvestie dans les autres classes d'actifs. Donc on va en parler après, mais on n'est pas du tout revenu à l'équilibre. Je dirais, les agents économiques détiennent trop de monnaie en pourcentage de leur richesse, donc ils vont continuer à la réinvestir dans l'immobilier, les actions, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et les banques centrales restant expansionnistes, cet excès de monnaie continue à être alimenté. Donc on n'est pas du tout revenu à un équilibre monétaire du point de vue des choix de portefeuille. Effectivement, on revient un petit peu au point numéro 1, c'est-à-dire que Patrick l'a dit, et vous avez vu peut-être pour la Banque Centrale Européenne, j'ai commencé à la Banque Centrale Européenne, ce qu'on en pense, et la Fed, à la limite, c'est presque plus simple. Sur la Banque Centrale Européenne, ils avaient fait un premier communiqué qu'ils ont changé par la suite, mais effectivement, ils parlaient dans leur nouvelle forward guidance d'un core CPI qui devait aller à 2 et s'installer vers 2. Après, ils ont dit non, il faut que ça aille vers 2 à l'appui du headline, mais on est bien dans l'idée que à la BCE, qu'il faut que l'inflation à la fois headline et CPI soit proche de 2 avant la fin de leur horizon de politique monétaire et durablement. Donc si on traduit ça en politique, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que la BCE, pour qu'elle monte ses taux, il faut que l'inflation d'ici 2 ans soit à 2%, à la fois le core CPI et l'headline inflation, et qu'elle reste ensuite à 2% dans les vieux. Alors comme dit Patrick, si on regarde les 5 ans dans 5 ans inflation ou les forwards ou l'inflation là aujourd'hui, évidemment vous êtes en mode panique à la BCE ou à la Fed. Donc on voit bien que pour l'instant la BCE n'achète pas le scénario actuel et est plutôt en train de se dire, on va le voir, et c'est ça qui va être intéressant au mois de décembre, elle va nous dire ce qu'elle pense de l'inflation à 2024. Pour l'instant, en 2023, je le rappelle, elle voit de l'inflation à 1,4%.
Donc à cette aune-là, la Banque centrale européenne, du coup, va pas du tout monter ses taux. On est même plutôt à continuer à faire du quantitative easing. C'est pour ça que je pense qu'ils vont quand même transformer le PEPP en quelque chose qui va continuer à y ressembler. C'est qu'à l'horizon de la politique monétaire où ils sont censés faire quelque chose, on est très très loin du compte, surtout si on a raison, qu'on a nos effets de base qui rentrent en compte, etc. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas trop d'inquiétude au sein de la BCE. À mon avis, en décembre, ils vont réviser à la hausse, mais plutôt vers 1,5, l'inflation attendue à 2024. C'est ça notre idée. Mais ça veut donc dire qu'ils n'arrêtent pas le PEPP de façon nette sans le remplacer par quelque chose. Et donc en décembre, ils vont sans doute nous annoncer que, le PEPP s'arrête en mars. Donc voilà, ça fait moins 60 milliards. Mais par contre, que l'APP, donc l'Asset Purchase Programme, Patrick l'a dit, le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on transforme l'APP en un truc plus souple, donc où ils se donnent moins les règles de devoir respecter les clés de répartition de la BCE dans leurs achats, donc ce qui les empêche d'acheter de l'Italie quand les spreads s'écartent, toute la France s'écarte lors des présidentielles, etc., et d'acheter de la Grèce. Donc est-ce qu'ils gardent un mode un petit peu trop, je dirais, strict, ou est-ce qu'ils arrivent à un APP un petit peu changé? Et de ce point de vue-là, nous, on pense qu'ils vont plutôt vers quelque chose de beaucoup plus souple. Donc la façon de le faire, c'est soit d'un nouveau programme, soit de l'APP, mais en tout cas de se dire que de toutes les manières, ils vont avoir un suivi des règles de répartition dans le temps, ce qui leur permettra de dire oui, en moyenne, je vais respecter mes achats d'Italie, de France, de Grèce, d'Allemagne, mais je vais le faire dans le temps, ce qui me permettra de voir quand il y a des tensions d'acheter, puis quand il n'y en a pas, de moins acheter. Donc je pense qu'ils vont se donner pas mal de souplesse et augmenter le programme, sans doute, nous on pense vers 40 milliards. Donc en net, finalement, on a très peu de tapering de la BCE si on compare avec la Fed. La Fed, c'est assez simple, même si cette nuit, on a un certain nombre de banquiers centraux qui calment le jeu. Et je crois qu'ils ont raison. Aujourd'hui, il y a une hausse des taux qui est prévue en septembre et en décembre 2022 et 3 hausses des taux en 2023. Nous, aux États-Unis, dans le scénario qu'on a aujourd'hui, qui est plutôt de dire que la croissance américaine elle va être peut-être à 2,5 en fin d'année 2022, qu'on aura vraiment le pic derrière nous et qu'on aura les mid-terms qui ont toutes les chances d'être perdus par les démocrates. Je rappelle qu'en moyenne, on perd 38 sièges dans les mid-term élections. Donc, il y a des grandes chances ou craintes de voir le Parti démocrate perdre sa majorité. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de soutien budgétaire, c'est fini. Donc, ils ont intérêt à vite passer quand même leur plan budgétaire d'ici la fin de l'année. Donc, je passe, mais du coup, ça veut dire que la fenêtre d'opportunité pour la Fed pour monter ses taux en 2022-2023, pour nous, elle est assez limitée. Donc, je pense qu'il faut découpler le tapering de la hausse des taux de la Fed. Donc, qu'est-ce qu'on raconte, nous? C'est qu'au mois de novembre, donc au prochain meeting, la Fed nous annonce son tapering, le commence d'ici la fin de l'année, le termine, Patrick le disait, autour de juin. Donc, est-ce que c'est 10, 15, 20 milliards? Est-ce qu'il y aura tout de suite des pas de 20? Probablement pas. Mais en tout cas, d'ici juin, il faut se préparer à ce que le tapering de la Fed soit terminé. Donc, le quantitative easing est pris fin aux États-Unis. Donc, c'est déjà quand même quelque chose d'assez puissant. Nous, quand on calcule l'impact du quantitative easing sur les taux, s'il n'y avait que ça, si on arrêtait tout, si on revenait au niveau des tailles de bilan des banques centrales d'avant, on a entre les États-Unis et l'Europe entre 100 et 200 points de base de taux quand même. Donc, si jamais on devait tout revenir à la normale, on aurait un peu un effet panique. C'est pas du tout le cas. Là, ils vont arrêter d'acheter, mais leur taille de bilan ne se réduit pas. Et ensuite, donc nous, la première hausse des taux, on la voit pas avant début 2023, peut-être 2022. Mais donc le pricing de 5 hausses des taux, 2 en 2022, 3 en 2023, il est beaucoup trop optimiste compte tenu des perspectives de croissance qu'on a aux États-Unis et en plus de ce que nous raconte la Fed. Je rappelle que Jérôme Powell est en réélection aussi et que si c'est pas lui qui suit à la tête de la Fed, on aura probablement des gens encore plus dovish. Donc attention, on n'est pas dans une banque centrale très méchante aux États-Unis non plus. Donc à la fois en Europe et aux États-Unis, on a quelque chose de quand même de très accommodant de ce point de vue-là. Avec là aussi, encore une fois, je disais tout à l'heure, le différentiel de dynamique entre l'Europe et les États-Unis, ça nous semble là aussi plutôt favorable en Europe, puisque la Fed réduit assez fortement la taille de son bilan et assez vite, en 6-8 mois, alors que la BCE, elle, continue à l'augmenter, mais à moindre rythme, et ne monte pas ses taux sans doute que 2 ans après, ou 1 ou 2 ans après les États-Unis. Donc on a un policy mix qui est plutôt favorable à l'Europe, là aussi qu'aux États-Unis. Politique budgétaire un peu moins défavorable en Europe et politique monétaire beaucoup plus accommodante.
Et donc ça, là aussi, dans les termes de valorisation des actions, on a publié avec Joe Lavorgna a publié un petit papier hier là-dessus, la corrélation entre le quantitative easing et le S&P, on est proche de 0,9, donc vraiment on suit la taille du bilan et le S&P de façon très marquée. Donc forcément, ça milite quand même pour une tension sur les valorisations des actions américaines un petit peu plus forte qu'en Europe probablement. Donc un effet des banques centrales qui est un petit peu différencié, mais quand même assez gentil, si je devais un petit peu résumer le propos. Toujours dans cette idée que cette boucle prix-salaire, on ne l'a pas forcément durablement. Et donc ça veut dire des taux d'intérêt qui montent, mais gentiment. Nous, qu'est-ce qu'on raconte sur les taux d'intérêt? Sur les États-Unis, nous, on les voit plutôt à 1,70, donc rester assez proche des niveaux actuels et gentiment monter vers les 2% en mi-2022, mais rester vers ces niveaux-là. Encore une fois, la croissance ralentit, l'inflation ralentit. Alors, je sais qu'on ne croit plus à l'équation de Fisher, on est dans le je sais pas comment l'appeler, néo-keynésianisme revisité, mais on est post-keynésianisme, voilà, merci Patrick. On est plutôt quand même à penser que si on a de la croissance qui ralentit, de l'inflation qui ralentit, les taux, ils vont être un peu plus hauts qu'avant, vers les 2%, selon nous sur les taux US, mais pas beaucoup plus. Pour ce qui est de l'Europe, si je traduis ça en taux d'intérêt, il y a deux phénomènes, le fait que il y a un peu moins de ralentissement, mais quand même un peu moins de QI, donc on se projette là-dedans. Il y a la corrélation avec les taux américains, le deuxième effet qui joue, et puis un effet quand même élection, donc élection 1 en Allemagne, où on a une coalition qui est quand même plus dépensière. Alors ils veulent pour pouvoir avoir les libéraux dans la coalition des feux tricolores, il a fallu signer pour dire qu'ils respectaient la règle d'or, mais et le SPD et les Greens étaient plutôt défavorables à ça. Donc la façon dont ils vont décontourner ça, ils deviennent très français finalement. Ils vont respecter cette règle-là, mais faire un plan d'investissement. On parle de 500 milliards. Donc on est plutôt quand même dans une coalition allemande plus dépensière qu'avant. C'est quand même ça qui change peut-être un petit peu. Et côté élection italienne, française, forcément, vous pouvez avoir un peu de prime de risque. Et donc ça peut faire un petit peu monter les taux. Donc on a quand même une hausse des taux en Europe, avec un 10 ans allemand qu'on voit vers moins 0,10 à la fin de l'année, plus 0,10 au mois de mars. Et vous voyez, après, ça continue à monter autour de plus 0,30 en mi-2022. Donc on commence à avoir une hausse des taux. C'est la fin des taux négatifs quand même qui s'annonce en 2022. On en reparlera. J'en parlais tout à l'heure, mais voilà, on fait un événement le 16 novembre, on vous dira ça en détail, un peu nos visions 2022, mais on est plutôt dans une hausse des taux à venir. En Allemagne, et puis des spreads qui vont s'écarter, Italie-France, sans doute moins qu'en décembre 2016 et début 2017, avec l'élection présidentielle qui a l'air d'être moins inquiétante, si je puis dire, pour l'euro. Les partis ont mis de l'eau dans leur vin, les partis extrémistes ont mis de l'eau dans leur vin, la position relative peut-être est un petit peu plus favorable à des partis pro-euro que ça ne l'était. On voit que au premier tour, ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement, les sondages pour l'instant donnent Emmanuel Macron plutôt plus haut, avec des intentions de vote plus haut que ce que n'était en 2017. Donc tout ça fait que la prime de risque, et on voit moins d'investisseurs, notamment américains, commencer à jouer l'écartement des spreads, même s'ils l'ont joué pendant les régionales. On aura quand même un peu ce phénomène-là, mais moins, il nous semble, qu'en 2017. Mais voilà, on met quand même une OAT Bund qui peut aller jusqu'à 65 BP d'écartement dans ce contexte-là, et avec des taux qui montent, plus des spreads qui montent, ça commence à faire des taux un petit peu plus élevés quand même avec un point haut en mars pour la France. Donc des taux qui montent, mais encore une fois, le taux d'équilibre, à la fois aux États-Unis et en Europe, ce n'est pas des choses qui nous inquiètent trop. Donc on a sans doute, pour faire la transition avec le point qu'on veut évoquer là, des taux qui montent, mais pas beaucoup. Et ça, ce n'est pas toujours très défavorable au marché immobilier. Ce n'est pas très défavorable au marché actions, en particulier européen. Alors, juste avant de finir sur les marchés, deux petits points complémentaires, un peu de réflexion sur la politique monétaire. D'abord, n'oubliez pas que quand vous réfléchissez, alors il faut que je revienne aux taux d'intérêt, je ne sais pas où ils sont, voilà, pardon, aux taux d'intérêt à court terme que vous avez là, que j'ai perdu, je ne sais plus où se passait les taux d'intérêt à court terme, si voilà. Continuez à poser des questions, il y en a plein, Patrick. Oui, voilà, pour l'instant, voilà. Il faut faire un peu attention à la réflexion sur les taux d'intérêt. Vous savez qu'il y a une grosse réflexion sur c'est quoi le taux d'intérêt limite des banques centrales. Et souvent, on se réfère à un concept qui est le taux d'intérêt neutre, le taux d'intérêt réel. Ce concept n'existe absolument pas. Ça n'existe pas, le taux neutre. Donc ne perdez pas de temps à lire ce qu'on vous écrit sur le taux neutre. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le taux neutre, c'est censé être le taux qui équilibre l'épargne et l'investissement à long terme. Sauf que nous sommes dans des économies ouvertes avec des flux de capitaux. Donc aux États-Unis, on n'a jamais équilibré l'épargne et l'investissement.
Et quand on l'équilibre, c'est par l'endettement extérieur, c'est pas par les mouvements de taux d'intérêt. Donc ce concept de taux neutre est complètement creux, il est totalement inexistant. La Banque des règlements internationaux à Bâle le dit depuis 10 ans, donc surtout ne perdez pas de temps à réfléchir à l'évolution du taux neutre aux États-Unis ou en Europe, parce que ça n'existe pas le taux neutre. Donc les taux d'intérêt. Et le deuxième point que je voulais faire qui est lié, c'est-à-dire il n'y a plus de théorie derrière les banques centrales. Alors, vous avez peut-être vu, j'ai écrit un papier là-dessus. Les banques centrales vivent sans théorie. Taux neutre, ça n'existe pas. La crédibilité, ça n'existe pas, puisque l'inflation anticipée n'a aucun effet sur l'inflation. La croissance de la quantité de monnaie n'a aucun effet sur l'inflation, même à long terme. Donc on est dans un vide théorique complet. Donc en fait, il faut comprendre que les banques centrales n'ont plus du tout de référence théorique, donc ce qu'elles font est complètement pragmatique. C'est juste du pragmatisme. Donc ils vont bouger un peu, ce que disait Jean-François, ils vont regarder ce que ça fait. Si c'est pas trop négatif, ils vont bouger encore un peu, mais il n'y a plus du tout de capacité à se baser sur une approche théorique. Par exemple, à nouveau, on pouvait penser dans le passé que la Réserve fédérale calculait le taux d'intérêt réel neutre et se disait qu'elle allait... Sauf qu'on ne peut pas calculer le taux d'intérêt réel neutre, ça n'existe pas. Donc on a un vide théorique absolu, et donc les banques centrales sont obligées d'être totalement concrètes, c'est-à-dire de tester à chaque pas les effets de ce qu'elles font, parce qu'elles n'ont plus de référence théorique. Donc je trouve ça assez sympa d'ailleurs, mais c'est une vision extrêmement différente de celle qu'on avait avant, où on pensait qu'il y avait vraiment un contexte théorique autour de la politique monétaire. C'est absolument pas vrai. Alors, transition à la suite, il y a quand même un modèle qui marche encore, et Jean-François l'annonçait, c'est le modèle, on en parlait déjà avant, c'est le modèle de choix de portefeuille. C'est de dire que les agents économiques ont une structure désirée de leur richesse. Dans la richesse, il y a de la monnaie, des obligations, des titres à court terme, des actions, de l'immobilier, du private equity, enfin tout ce que vous voulez. Et les tests théoriques de ça marchent très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un retour progressif de la richesse vers une structure désirée. Donc, quand une banque centrale fait du quantitative easing, elle transforme dans la richesse des agents économiques, elle transforme des obligations en monnaie. Pour faire simple, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut tenir compte, c'est de la monnaie qui a comme contrepartie des comptes de réserve des banques à la Banque centrale, mais enfin, je vous passe les détails. Et donc, les agents économiques ont trop de monnaie et pas assez d'obligations. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rééquilibrer leur portefeuille, et en rééquilibrant leur portefeuille, ils vont acheter des obligations, ils vont acheter des actions, ils vont acheter de l'immobilier. Et ce qu'on montre dans le papier que vous verrez, que vous avez peut-être vu hier, qu'on a co-signé avec Jean-François, c'est qu'à nouveau, je vous disais tout à l'heure, ce mouvement de rééquilibrage de portefeuille, il n'est absolument pas terminé. Donc, quand vous regardez alors, je retourne à la section que j'avais quittée pour vous montrer les taux. Quand vous regardez par exemple, le lien, le poids des actions dans les portefeuilles, alors, vous trouvez que surtout en Europe, d'ailleurs, et moins aux États-Unis, ce poids est encore trop faible. Donc là, vous avez le S&P, vous voyez, mais quand vous regardez en Europe, l'Eurostoxx, le poids des actions dans les portefeuilles est encore trop faible. Et donc, on a un potentiel de poursuite de la hausse des actions européennes pour rééquilibrer les portefeuilles. Vous trouvez que aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, vous l'aviez avant, le poids de l'immobilier dans les portefeuilles est trop faible. Donc, il y a encore un potentiel de hausse des prix de l'immobilier, même s'ils ont déjà beaucoup augmenté. Vous trouvez la même chose pour la valorisation des entreprises. Par exemple, dans les LBO, dans les M&A, il y a encore un potentiel de hausse des valorisations, des multiples d'EBITDA dans ces opérations. Donc, la théorie de choix de portefeuille nous dit qu'on n'est pas au bout du processus de rééquilibrage de la structure de la richesse. Donc, on n'est pas au bout du tout de la fin de la hausse des prix d'actifs. Alors, Jean-François, à nouveau, va donner plus de détails, mais globalement, c'est trop tôt pour penser qu'on va avoir une correction des prix d'actifs. À nouveau, il y a encore trop de monnaie détenue sous forme monétaire dans les portefeuilles. Alors, il faut bien comprendre le mécanisme. La monnaie ne se détruit jamais. Donc, je voudrais détruire aussi une autre affirmation journalistique pendant que je suis là. C'est pas parce que les ménages ont plein de dépôts qu'ils ne sont pas utilisés la monnaie. Donc, exemple, monsieur A a beaucoup trop de dépôts, il va acheter une action à monsieur B. Donc, à la fin, monsieur B a le dépôt, donc la quantité de dépôt n'a pas baissé, mais le prix de l'action a monté puisqu'elle a été achetée, et le rééquilibrage de portefeuille, il se fait par la hausse de la valeur des actions, il ne se fait pas par la baisse de la quantité de monnaie. Bon, parfois, il y a des journalistes qui écrivent « Regardez, il y a encore plein de monnaie, c'est donc qu'elle n'a pas été utilisée ». Non, elle a juste changé de main, je veux dire, la monnaie. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour expliquer qu'il ne faut pas lire les journaux non plus. Alors, donc voilà. Donc, notre sentiment global, c'est que... tout le monde, Patrick, arrête. mais il faut liser la recherche de Natixis, c'est beaucoup plus sérieux. Et donc on a une situation globale qui est encore
extrêmement favorable à une valorisation plus forte encore des actifs. Alors, on a beaucoup de débats de ça avec les gouvernements, avec les trésors. Alors, les actions, honnêtement, ce n'est pas un sujet qui fascine les banques centrales ou les gouvernements. La raison, c'est que si quelqu'un détient des actions et qu'elles valent plus cher, ça n'appauvrit personne, quoi, je veux dire. Donc, ils n'ont pas le sentiment que le vrai sujet, c'est l'immobilier, quoi. Donc, ils commencent quand même à avoir une grosse réflexion sur l'immobilier et sur la valorisation de l'immobilier. Et pour l'instant, l'état de cette réflexion, c'est plutôt qu'il va falloir que les gouvernements utilisent davantage les politiques macro-prudentielles et pas que les banques centrales doivent changer leur politique à cause de l'immobilier. On en a parlé à plusieurs banques centrales qui tiennent toutes le même discours en disant non, nous, on ne peut pas rentrer ça comme une contrainte. Par contre, il faut que les gouvernements fassent quelque chose pour nous donner à nous, banques centrales, la capacité à continuer à être expansionnistes, quoi. Donc, il faut que les gouvernements traitent la question de l'immobilier. Alors, c'est horrible parce que... Alors, je vais encore dire un autre truc pour encore détruire des idées reçues. C'est pas du tout aujourd'hui en gérant la distribution de crédit immobilier par les banques qu'on va régler le problème. Dans les années 2002-2008, c'est le crédit bancaire qui a fait monter les prix de l'immobilier. Donc la création de monnaie, c'était la distribution de crédit par les banques. Aujourd'hui, la création de monnaie, c'est directement les banques centrales. Et donc, ce n'est pas en changeant la régulation des banques sur les mortgages qu'on va régler le problème. Parce que la monnaie, c'est la banque centrale qui l'a distribuée aux ménages au travers des déficits publics. Donc, il faudrait, en fait, dans l'idéal, il faudrait taxer les plus-values, par exemple. Ça marcherait assez bien, mais personne n'ose faire ça. Mais les politiques macro-prudentielles usuelles, qui est, vous savez, les coussins contracycliques de fonds propres des banques, ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas un problème bancaire, c'est un problème de monnaie de banque centrale, quoi. La création monétaire, elle est revenue dans les mains des banques centrales. Ce n'est plus une création monétaire des banques commerciales. Voilà, donc je passe la parole à François pour tous les détails. L'idée générale, à nouveau, c'est que c'est trop tôt pour voir une stabilisation des prix des actifs globalement. Alors maintenant, on peut être plus malin et essayer de faire de la relative value, quoi. Mais globalement, on n'est pas encore à un moment où les prix des actifs vont se stabiliser. On a beaucoup de questions. Alors je vais essayer de faire court et puis de faire la liaison avec un certain nombre de questions. Effectivement, quand on regarde un petit peu aujourd'hui le scénario qu'on vient de vous décrire, et qui est finalement... il y a beaucoup de choses dans les prix sans doute, mais quand même, on se dit, voilà, vous avez un ralentissement américain, un ralentissement très fort chinois, vous avez des banques centrales qui vont un petit peu monter les taux. Évidemment, vous allez me dire, tiens, peut-être le gros de la performance des actions est derrière nous, je vends les actions, etc. Mais comme vient de dire Patrick, finalement, pour faire quoi? Donc on reste un peu dans le TINA, vers les nouvelles alternatives. On se lasse pas de TINA, mais quand même, on l'a déjà entendu cette histoire-là, mais quand nous on regarde notre allocation d'actifs, on dit, mais c'est pour faire quoi? Dans la situation aujourd'hui cash, acheter des obligations semble un petit peu risqué parce que là, on est quand même dans des taux qui montent, mais je le disais gentiment. Et donc ça, c'est quand même plutôt favorable à la classe action. C'est-à-dire que vous avez des taux qui montent, certes, donc ça, les valorisations doivent baisser des actions, mais ils montent gentiment. Et en tout cas, ça reste que les actions sont toujours un peu plus favorables que les taux qui, là, vont avoir des total returns forcément négatifs à peu près partout. Et puis, on a des banques centrales qui commencent à monter les taux. On n'a pas parlé de l'Angleterre. Il y avait une question. Oui, l'Angleterre va monter les taux cette année, à notre grande surprise. Nous, on pense que c'est une erreur, peut-être un peu de surréaction, mais avec une économie qui, là aussi, est en train de rebondir, de faire son V, mais après, ça va très fortement se calmer. Mais on est quand même dans un certain nombre de banques centrales. On va avoir les Scandinaves, on va avoir, je le disais, on va se projeter dans une Fed qui un jour montera ses taux fin 2022. Donc dans ce contexte-là, quand même, on a des hausses des taux qui ne sont pas très très favorables pour nous au marché obligataire. Donc on aime les alternatives. Alors déjà dans les actions, ce que je disais tout à l'heure, on est plutôt favorable à l'Europe, vous l'avez compris. On est plutôt dans du pic de croissance américain qui est passé. On est dans la croissance qui va mieux se maintenir quand même en Europe qu'aux États-Unis. Des niveaux de valorisation plus faibles, des taux d'intérêt qui remontent moins. Et puis j'ai envie de dire, on est sur un rebalancement progressif sûrement en 2022 vers du service. Et donc ça c'est plutôt favorable à un certain nombre d'indices actions européens. On va de nouveau penser plutôt value, etc. Donc on a un certain nombre de choses qui sont un peu plus favorables à l'Europe, il nous semble, sur les actions. Après, au-delà de ça, et puis on va passer aux questions juste après,
on est quand même à penser que tout ceci n'est pas très négatif pour les actifs risqués. Encore une fois, la Chine ralentit, mais il n'y a pas de tapeur tantrum de la Fed qui va être gentil. Donc on sera peut-être tenté d'être un petit peu plus favorable sur le monde émergent, mais encore une fois, le monde émergent, maintenant, il ne faut plus parler de monde émergent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui profitent de la hausse des matières premières et ceux qui la subissent. Il y a ceux qui profitent du fait qu'on se relocalise ailleurs qu'en Chine, et il y a ceux qui n'en profitent pas. Donc on a plein de sujets là-dessus, mais surtout sur les émergents. Aujourd'hui, c'est difficile d'être hyper positif compte tenu de la situation Covid, où on sait bien, dans les pays, au niveau mondial, le taux de vaccination, c'est 40%. On est plutôt dans les 75% dans les pays développés en Europe. Mais par contre, dans les pays en voie de développement, on reste sur des niveaux de 2% en Afrique, on reste à moins de 4% dans les pays émergents. Donc on a vraiment des sujets là-dessus, d'être capable de réouvrir les ports. Typiquement, c'est le sujet du Vietnam, qui est le grand gagnant l'année dernière, qui est le grand perdant cette année, parce qu'ils n'avaient pas été capables du tout de laisser leurs économies se rouvrir vis-à-vis du Covid. Donc il y a une question sur les émergences, c'est pour ça que j'en parle. Mais globalement, ce n'est pas un environnement qui est super défavorable. On n'a pas une très forte hausse du dollar, une très forte hausse des taux américains, et on est toujours dans de la liquidité mondiale qui reste très très présente. Encore une fois, on est sur de la liquidité excédentaire. Donc les actifs risqués, pour nous, en 2022, doivent bien se comporter. Sur le crédit, c'est difficile d'être super négatif. D'habitude, en sortie de crise, on a le pic de défaut qui arrive après coup. Et puis tout le monde se dit, bah oui, quand on va retirer la couverture, quand on va retirer tous les filets de sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on reste assez positif dans le sens où, les prix de l'énergie montent, et donc ça, c'est le high yield américain qui est assez protégé. On est sur des 20% des indices. Et 2, en Europe, finalement, si vous regardez la France, si vous avez 6% de croissance, 4, 5, peut-être plus, en tout cas 6 assez confortablement cette année, pas loin de 5 l'année prochaine en France, c'est dur de voir des défauts exploser dans ce contexte-là. Quand vous avez un taux de chômage qui va venir tangenter les 7%, qui est passé largement qui va passer là aussi 7% au niveau européen, on y va doucettement, mais sûrement, enfin même de façon assez impressionnante, on va pas avoir des NPL, des défauts des ménages monstrueux non plus. Donc tout ceci fait que pour un certain nombre de valeurs liées au crédit, ça ne nous semble pas complètement défavorable. Et puis tout ce qui est real asset, évidemment, ça nous semble une évidence. Vous avez peut-être participé à l'infraday qu'on a fait récemment. Les perspectives sur l'infrastructure, typiquement, rien que sur l'énergie, on parle de 4 000 milliards par an, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, sur l'énergie seulement. Donc on a sur des besoins d'infrastructure qui sont monstrueux. Je rappelle qu'on doit être en 8 ans à faire moins 55% d'émissions de CO2. On va probablement faire plus 5% cette année. On faisait péniblement moins 1,5 avant le Covid. Donc il y a encore énormément de boulot et d'accélération de l'électrification, notamment de l'ensemble des économies mondiales. Donc il y a aussi sûrement une grande dynamique sur les assets, les actifs réels qui doit être suivi de près, et on le fait à la recherche Natixis et au sein des équipes, donc vous le savez bien. Donc on est quand même sur une allocation d'actifs qui finalement, c'est pas qu'elle n'est pas très différente, évidemment, il faut être un petit peu prudent sur l'obligataire, surtout si le risque il est plutôt à la hausse sur l'inflation. Il faut être sûrement un petit peu plus discriminant sur les émergents, mais globalement, les actifs risqués, pour nous, dans ce contexte-là, s'en tiennent pas trop mal. Je vous propose qu'on s'en tienne là, Patrick, si tu veux bien, et qu'on prenne des questions. Il y en a plein. Juste un tout petit mot sur les émergents. Jean-François a tout à fait raison, mais on ne peut plus parler d'émergents. Je veux dire, les émergents, ça ne veut plus rien dire du tout. Il y a la Chine qui est un monde à part. Et puis les autres, il y a ceux qui exportent des matières premières, il y a ceux qui en importent. Il y a ceux qui ont trop d'épargne, il y a ceux qui n'ont pas assez d'épargne. Donc regardez ce qu'on écrit là-dessus, mais il faut faire une segmentation. On ne peut absolument plus raisonner en termes d'indices émergents, ça ne veut vraiment absolument plus rien dire. Voilà, vas-y, alors les questions. Il y a des questions, mais il y a beaucoup de questions, notamment une question liée toujours, peut-être on va commencer par celle-ci, qui je dirais un petit peu en continuité de ce qu'on a évoqué, c'est pourquoi on est si confiant qu'il n'y ait pas d'inflation salariale alors qu'on est très proche du plein emploi à la fois aux États-Unis et en Europe? Bon, d'abord, historiquement, on était très près du plein emploi en 2019 et il n'y avait pas d'inflation salariale et il y avait des difficultés de recrutement qui étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ça prouve que ce n'est pas inexorable. Deuxièmement, il y a des difficultés de recrutement, il y a les vrais et les moins vrais. Prenez l'Europe et la France, par exemple, on a des difficultés de recrutement à un niveau très élevé et pourtant, on n'a jamais créé autant d'emplois.
Le flux de création d'emplois est le plus haut jamais observé, alors que les entreprises parlent de fortes difficultés de recrutement. Ça veut dire que les entreprises acceptent d'embaucher des gens moins qualifiés, qu'elles devront former elles-mêmes, un peu moins adaptés au boulot, qu'il y a un problème de friction, de mismatch entre les offres et les demandes d'emploi, mais il n'y a pas forcément de correspondance forte entre les difficultés de recrutement et la capacité à la fin à embaucher, quoi. Alors, il y a le cas américain. Donc, le cas européen, je ne pense pas qu'il y ait un vrai sujet difficulté de recrutement. Il y a le cas américain, où là, on a quand même 5 millions de personnes qui sont sorties du marché du travail. Et à nouveau, l'analyse qu'on en fait, on l'a dit tout à l'heure, regardez les données détaillées, ce sont surtout des Américains bien qualifiés. Ce ne sont pas les Américains avec les niveaux d'éducation les plus faibles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va toucher fortement les plus bas salaires. Les taux d'emploi baissent sur les Américains de plus de 50 ans et plutôt avec des niveaux d'éducation élevés. Et comme on l'a dit avant, c'est parce que c'est un effet de richesse, quoi, en fait. C'est un effet de rente. Et donc, ce n'est pas un effet direct sur les salaires. Et puis, aux États-Unis, on a, ce que vous savez, depuis maintenant 6 trimestres, les gains de productivité sont supérieurs à 4% par an. Donc, on retrouve ce qu'on avait trouvé sous Trump, qui était la fameuse économie de la surchauffe. C'est-à-dire une situation où il y a des difficultés de recrutement, mais les entreprises les gèrent en faisant des gains de productivité, et pas vraiment en montant les salaires. Et là, on a vraiment quelque chose qui est impressionnant sur la productivité aux États-Unis. La productivité mange totalement les hausses de salaire, quoi. On a des coûts salariaux unitaires qui sont à zéro. Parce que, par exemple, il y a le métier de... Le métier de caissière dans un magasin a quasiment disparu, quoi. Je dirais, il a été automatisé. Enfin, il y a une très forte automation de l'économie. Automation, ça va être de l'américain, automatisation, je ne sais pas. Il y a une très forte automation de l'économie, une très forte robotisation. Et donc, c'est la conséquence des difficultés de recrutement, c'est plus les gains de productivité que les salaires, quoi. Je veux dire, faut voir, tu le disais tout à l'heure. Donc voilà, donc pour l'instant, à nouveau, regardez 2019, quoi, je dirais, où on avait un marché du travail, on était à 3,5 de taux de chômage aux États-Unis. L'inflation sous-jacente était à 1,6, quoi, je dirais. Donc, et on avait des gains de productivité qui commençaient à monter aussi. Donc on voit qu'aux États-Unis, c'est plutôt la productivité qui réagit à la tension du marché du travail que les salaires. Encore une fois, est-ce qu'on a une nouvelle indexation des salaires au prix? Est-ce qu'on a une remontée des taux de syndicalisation? Est-ce qu'on a une déformation du partage de valeur ajoutée? Il ne nous semble pas. Et en revanche, ce dont on est convaincu quand même dans cette crise du Covid, c'est une accélération de la digitalisation. Donc il y a aussi des effets structurels plutôt à compenser probablement les hausses de salaire. Un petit mot sur les États-Unis, puis après il faut qu'on fasse des réponses courtes, Patrick, parce qu'il y a beaucoup de questions. On a effectivement, ce que disait Patrick, il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du marché du travail, il y a 9 millions d'offres d'emploi. Donc on sent bien qu'un des challenges, et pour le coup on l'a aussi en Europe, ça va être l'adéquation offre-demande de travail. Et ça, le sujet de la présidentielle française, le sujet des élections américaines, ça devrait être autour de la formation. Et alors sur les États-Unis, Patrick parlait des riches, mais il y a aussi le fait que quand même, il nous semble qu'on continue à penser que dans les prochains chiffres de l'emploi, on va voir quand même des gens revenir un petit peu parce que les écoles ont ouvert, parce que les chèques ont arrêté d'être distribués, parce qu'on est plus vacciné et qu'on a moins peur du Covid progressivement. Et ça devrait faire revenir un peu des gens du marché du travail. Réponse à la fin, au prochain NFP, mais on ne l'a pas encore vu au dernier rapport, mais il nous semble que ça va arriver. Il y a d'autres questions un peu macro? Juste une autre question, c'est comme centrale. Regardez le graphique que vous montrez tout à l'heure. Regardez le niveau des profits aux États-Unis en termes réels. Enfin, les taux de marge des entreprises sont incroyablement élevés, quoi. Et à nouveau, ça c'est totalement désinflationniste, quoi. Les entreprises n'ont aucun besoin de monter leur prix pour restaurer leur marge. Il y a comme un vieux message de l'économie, c'est que l'inflation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'effort des entreprises pour restaurer leurs marges. Quand les marges sont au plus haut historique, il n'y a pas besoin de monter les prix pour restaurer les marges, quoi. En France, on a 37% des taux de marge en France. C'est le plus haut depuis 1949, depuis que les statistiques existent. Donc il y a un peu de coussin d'amortissement possible dans les entreprises et de ne pas forcément passer ça dans les prix. Alors, continuons. Quelle est la sensibilité de l'Europe au découplage Amérique-Chine? Alors déjà, je laisse Patrick répondre, mais déjà, premier renseignement de tout ça quand même, c'est qu'on avait dit oui, c'est la régionalisation du commerce, les chaînes de valeur ajoutée ont changé, etc. Vous avez vu les chiffres du commerce mondial, on est à plus 11%. Donc là, on n'est pas dans un ralentissement des échanges Chine-Europe, on est dans une accélération avec cette histoire du commerce mondial qui est biaisé en faveur des biens. Et ça, c'est forcément, Patrick va en parler, mais on a du mal à se passer de la Chine pour faire des panneaux solaires, des semi-conducteurs, de se passer de Taïwan, etc. Donc de toute façon, le commerce mondial aujourd'hui n'est pas du tout en train de s'arrêter
arrêté, il a plutôt eu tendance à accélérer, on est à plus 11%, on avait fait moins 4 je crois l'année dernière, donc en net on est largement au-dessus du pré-Covid, hein, donc on n'a pas du tout de ralentissement du commerce mondial. Donc découplage pour l'instant, Patrick, je sais ta réponse, mais on non, en a parlé avant, regardez ce qu'on écrit aussi là-dessus. Il y a quand même quelque chose qui est assez perturbant, c'est qu'au moment où la tension États-Unis-Chine est très forte, les échanges entre les États-Unis et la Chine augmentent à une vitesse jamais vue avant, quoi. Regardez les exportations de la Chine vers les États-Unis, le trafic maritime transpacifique. Donc on a une explosion du commerce US-Chine. Alors l'explication, c'est celle qu'on donnait tout à l'heure, hein. On a cette déformation de la demande mondiale vers les biens, et ce sont essentiellement d'ailleurs des biens fabriqués en Chine. Hein, comme vous regardez en Chine, enfin disons dans la zone chinoise, quoi, parce qu'il y a Taïwan, etc. On peut aussi parler de la Corée. Donc c'est de l'électronique, c'est de l'équipement de la maison, c'est de l'électroménager, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont... Et c'est des choses assez bizarres. Je parlais avec le patron de Seb, les ustensiles de cuisine. Il y a un boom mondial absolument hallucinant sur les ustensiles de cuisine, parce que pendant la Covid, on a fait de la cuisine. Les ustensiles de cuisine, c'est fabriqué uniquement en Chine, quoi, je veux dire, enfin, pas les trucs chers, enfin les trucs... Donc on a une déformation de la demande qui est extrêmement favorable aux pays qui ont des spécialisations productives bien. Hein. Alors, et extrêmement défavorable aux pays qui ont des spécialisations productives services. Donc dans le camp 1, vous trouvez la Chine, la Corée, Taïwan. Un jour, l'Allemagne s'est cachée pour l'instant par ce qui se passe avec l'automobile, etc., mais ça se verra. Et dans le camp 2, c'est un pays comme la France, par exemple, ou le Royaume-Uni, hein, qui ont des spécialisations services et qui vont souffrir, quoi. Et regardez le commerce extérieur industriel de la France, il se dégrade à toute allure, parce qu'on importe les biens, quoi. Je veux dire, c'est un boom de la demande pour l'équipement de la maison, l'électronique, etc., tout ça est importé. Hein. Donc voilà, donc ce qu'on voit, c'est une globalisation très rapide. Et on retrouve la vieille élasticité qu'on avait avant les subprimes, qui est l'élasticité 2 du commerce extérieur au PIB mondial. On était tombé à 1, donc on disait, oh là, la globalisation, ça s'arrête. Et là, on est remonté à 2, quoi. C'est-à-dire, on repart dans une phase de globalisation, quoi, de nouvelle globalisation. Mais ça tient à nouveau à cette déformation du monde vers les biens, quoi, c'est-à-dire qui forcément globalise. Alors, à moyen terme, est-ce qu'on va relocaliser ce qui est en Chine? Moi, j'y crois absolument pas. Parce que c'est une question, quand vous parlez aux industriels, hein, c'est pas qu'une question de coût, c'est plus une question de coût, c'est une question d'environnement. Si vous voulez Ça peut être une question de peur. Hein? Ça peut être une question de peur. Ouais, mais enfin pour l'instant. C'est une captation de tes profits tout d'un coup qui tombent. Ouais, mais enfin si tu fais non, mais tu vois, quand tu veux créer une giga-usine avec la main-d'œuvre qualifiée qui va avec. L'écosystème pour faire une giga-usine, il n'existe qu'en Chine, quoi. Il n'y a pas le choix ailleurs, on ne va pas venir faire ça en Europe. Donc on aura des relocalisations ciblées, mais de la grosse relocalisation, j'y crois pas du tout. Alors on a d'autres questions, mais peut-être qu'il y a faire une prime à la salle quand même. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas de lever la main si vous avez des questions. Sinon, je continue dans les questions du public digital. On a une question sur l'euro-dollar. On n'a pas trop parlé d'échange, j'en profiter. Effectivement, qu'est-ce qu'on dit sur l'euro-dollar? On est quand même plutôt on a pas mal changé de fusil d'épaule de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui joue quand même beaucoup, c'est le différentiel de taux. Et donc sur tout 2021-2022, ça va continuer quand même pas mal à soutenir le dollar. Donc on n'est pas forcément très éloigné dans nos prévisions des niveaux actuels. Donc voilà, on est entre 1,15, 1,16, 1,17 fin d'année, etc. En revanche, en structurel, il y a quand même encore une fois beaucoup de raisons de penser qu'on est sur un euro qui doit à moyen terme se renforcer contre le dollar pour les raisons qu'on connaît toujours, c'est-à-dire le déficit extérieur très négatif aux États-Unis, positif en Europe, avec un rebalancement des réserves qui sont toujours à faire, qui n'est toujours pas fait à la fois dans les réserves de change et dans les échanges vis-à-vis des échanges commerciaux. Et puis 3, les recherches alternatives. On voit bien qu'il y a une dédollarisation et une montée des monnaies type chinois qui essaie d'aller vers ça. La digitalisation avec le yuan digital, demain l'euro digital, on va sûrement avoir des choses qui vont être intéressantes, mais voilà, si on a un yuan digital l'année prochaine pour les JO à Pékin, forcément on va avoir un usage du yuan, e-yuan qui va peut-être s'élargir un petit peu, et ça essentiellement au détriment probablement du dollar. Je ne parle pas des bitcoins, etc., qui prennent un petit peu de place, surtout au dollar, les stablecoins par définition moins, mais effectivement on a
plutôt tendance à penser que structurellement, les achats de dollars devraient un petit peu baisser par rapport à l'euro. Et puis, le phénomène qu'on a vu ces derniers jours, hein, vous avez vu les émissions de l'Europe, hein, on a 750 milliards à financer, on a 250 milliards par an de bonnes dettes liquides AAA, zone euro qui est en train d'arriver. Ça peut peut-être à un moment, en tout cas participer un petit peu à capter une partie de l'épargne qui partait aux États-Unis. Donc sur l'euro-dollar, à court terme, je dirais fin 2021-2022, assez stable. Et par la suite, on reste quand même dans cette idée-là que structurellement, le dollar est un petit peu fort. Bon, je n'ai rien à ajouter, on était complètement d'accord. J'ai juste fait de la publicité pour un économiste belge des années 60 que personne ne connaît, qui s'appelle Robert Triffin. Les Américains l'appellent Triffin, donc je vous conseille mes œuvres d'ailleurs où j'ai fait un éloge de Triffin. Alors Triffin raconte une histoire qui est absolument géniale. Il dit voilà, au début, le pays qui a la monnaie de réserve dominante, il a la capacité à s'endetter extrêmement facilement auprès du reste du monde et il accumule une énorme dette extérieure. La dette extérieure nette des États-Unis aujourd'hui, elle approche 80% du PIB des États-Unis. Net, hein, je veux dire. Et puis, à un certain moment, cette dette extérieure devient supérieure à ce que le reste du monde a envie de détenir. Et là, on bascule dans un régime où on a une perte de confiance dans cette monnaie et où elle perd progressivement son statut de monnaie de réserve. Et même si vous vous rappelez, enfin vous vous rappelez pas, la livre sterling après la Première Guerre mondiale, donc il y a peu de témoins dans la salle, mais ça a été extrêmement rapide, quoi, je veux dire. Donc moi, je suis un fanatique de Triffin. Je pense qu'on va avoir une phase où les États-Unis vont, avec Biden surtout, surexploiter leur statut de monnaie de réserve et que ça va coincer. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où la dette extérieure aura un problème de demande de dollars dans le monde. Et comme l'a dit Jean-François, surtout parce que d'autres monnaies vont devenir plus attrayantes finalement comme monnaie de réserve. Donc on est vraiment dans ce scénario où à court terme le dollar peut être fort parce que c'est juste l'asymétrie, que la Réserve fédérale sort plus vite que la BCE, quoi. C'est vrai que c'est pas. Mais à long terme, moi je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on dit sur le taux de change du dollar. Donc si vous avez des horizons longs sur le dollar, 5 ans, 10 ans, je crois qu'il faut être extrêmement prudent, quoi. Il y avait une question. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur l'évolution des crypto-monnaies et enfin en particulier du Bitcoin, mais de façon plus générale. Si vous voulez, je peux vous dire que il y a deux sujets très différents, hein. Il y a les crypto-monnaies de banque centrale, hein, les CBDC, comme on doit dire, hein, dont parlait Jean-François. Ça va être extrêmement encadré. C'est un substitut au billet de banque, hein, donc c'est un non-sujet en réalité. C'est pas tellement parce que les banques centrales n'ont pas envie que ça vienne cannibaliser les dépôts bancaires. Parce que si vous commencez à cannibaliser les dépôts bancaires, vous créez un problème d'équilibre des bilans des banques, quoi. Il faudrait que les banques centrales refinancent les banques pour la partie des dépôts qui se transformerait en monnaie de banque centrale, quoi. Donc ça va plutôt être limité. En gros, les billets vont disparaître et à la place, vous paierez avec votre téléphone portable, quoi. Donc le vrai sujet, c'est les cryptos privés. Les cryptos privés, moi je pense que honnêtement, que la plupart des banques centrales finiront se rallier à la Chine et ce qu'on sent aux États-Unis, c'est-à-dire une terrible détestation des crypto-monnaies privées, pour des raisons que j'approuve, hein. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne finance absolument pas l'économie, quoi. Je veux dire, c'est un truc, vous stérilisez de l'épargne. Aujourd'hui, vous stérilisez 2500 milliards de dollars mondialement qui est investi en crypto-monnaie privée et qui pourrait financer du capital, quoi, je veux dire, et qui finance rien, quoi, je veux dire, qui a une position purement spéculative. Donc ça n'a aucun intérêt pour l'économie. Ça ne sert pas de monnaie de transaction. Les transactions en crypto-monnaie sont extrêmement petites, hein. C'est une monnaie de spéculation pure. Et la prévision de prix à une échéance inconnue, c'est zéro. Voilà, en gros, je ne suis peut-être pas du tout d'accord parce qu'on n'a pas révisé. Non, mais oui, effectivement, nous on est très, très intéressés par les CBDC qui arrivent, hein, encore une fois, les monnaies de banque centrale sont en train d'arriver, 2022, donc les JO de Pékin, ils sont déjà en train d'utiliser les yuan. Là où il ne faut pas se tromper, c'est que l'euro digital arrive à vitesse grand V aussi, 2025, 2026 probablement. Au pire du pire, mais voilà, on est en train de faire des proof of concept. Natixis participe à ça. On a déjà fait des émissions en euro digital avec la blockchain. On a déjà fait des actifs. Il y a des OAT qui ont été émises. Il y a des échanges avec l'international, avec des règlements de livraison. Donc, en fait, les proof of concept sont déjà en train d'être validés. La question, c'est est-ce qu'on appuie sur le bouton ou pas? Et notre réponse, elle est que oui, on va appuyer sur le bouton. Mais pourquoi? Parce que Patrick l'a très bien dit, c'est un substitut au cash pour l'instant. Ça va pas être. Voilà, c'est plutôt. Il y a cet aspect-là. Et puis l'aspect, de toute façon, il faut aller assez vite pour aller là, parce que moi, je suis un petit peu plus optimiste sur les crypto-monnaies que Patrick, c'est que si les banques centrales ne pas
rapidement un euro digital, et ben la digitalisation de la monnaie n'attendra pas les banques centrales. Et donc, une fois qu'on aura pris l'habitude de régler tous nos achats sur Amazon avec des e-Amazon, de régler LVMH dans des e-LVMH, etc., on perdra un petit peu l'idée d'une monnaie privée publique. Et on revient vraiment à la situation pré-banque centrale où on avait toute une multitude de monnaies privées et on sait comment ça a fini. Ça a fini en gros bazar. Il a fini faire des monnaies banque centrale. Donc, je crois qu'il y a un vrai intérêt à ce qu'il y ait des monnaies banque centrale. Après, sur le Bitcoin, on est complètement d'accord avec Patrick. C'est pas une monnaie, c'est un actif financier. Quand on regarde les corrélations, il y a des corrélations avec rien. Un coup, c'est un actif. Une corrélation avec la quantité de monnaie. Voilà, on est vraiment sur un truc qui n'est pas corrélé avec le risque, qui est très difficile à modéliser. Voilà. Faut vraiment distinguer entre les crypto-monnaies, alors public-privé, on va dire, et puis alors dans les publics, entre gros et détail. Hein. Donc gros, c'est par exemple, en fait, c'est faire des échanges entre banques au sens large, et détail, c'est les particuliers, quoi, les agents non bancaires qui payent avec ces crypto-monnaies. La BCE est extrêmement ouverte sur la version gros, et sur la version détail, ils sont extrêmement prudents, parce qu'à nouveau, personne n'a envie que ça devienne un substitut au dépôt bancaire. Et regardez le papier que j'avais fait sur la macroéconomie des crypto-monnaies, voilà, et si vous mangez les dépôts bancaires, soit vous êtes obligé de désintermédier l'économie, c'est-à-dire qu'il y a moins de crédit, hein, et donc vous êtes obligé de financer sur les marchés, soit la Banque centrale est obligée de refinancer les banques pour la partie des dépôts qu'elles ont perdus, quoi. Donc vous avez quand même un problème de rééquilibrage macro qui est compliqué, et personne n'a envie d'aller vraiment là-dedans. Hein. On va vers une monnaie, on va vers une monnaie quand même de détail. Hein. L'euro digital, le yuan digital, en revanche, ce sera un système décentralisé où les banques seront avec client facing, avec des plafonds, etc. Donc ça va être un truc assez, je pense pas si disruptif que ça. Peut-être qu'on peut passer, il y a d'autres questions, il y avait notamment des questions sur qu'est-ce qui pourrait être la dette sans risque aux zones euro, qu'est-ce qui pourrait être les nouvelles limites sur les déficits et dettes sur PIB adoptées par la Commission européenne. Alors j'ai peut-être juste un petit premier élément de réponse, c'est qu'effectivement on se retrouve avec une Europe où l'Allemagne devient très française. Hein. C'est-à-dire qu'on veut plus dépenser, on veut baisser l'âge de la retraite, on veut augmenter le SMIC à 12 euros, etc. On est dans une dynamique plutôt un peu plus dépensière et donc peut-être que l'Allemagne peut perdre un petit peu de sa valeur refuge. Je ne crois pas tellement que ce soit un phénomène très violent, mais il peut y avoir une petite prime de liquidité et de non-risque qui s'enlève un petit peu de l'Allemagne. Pourquoi pas? Il y a les élections françaises, il y a les élections italiennes. Alors Draghi a fait beaucoup pour les spreads italiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi une espèce de politique très keynésienne en Italie qui ne valide pas forcément une compression des spreads allant beaucoup au-delà de ça. Et donc finalement, je le disais tout à l'heure, il y a aussi l'alternative, à mon avis, qui est en train et qui explique les succès qu'on a eu récemment sur l'Union européenne avec une dette sans risque, le triple A. C'est peut-être ça un petit peu une alternative à ça. Alors maintenant, quand on a vu ça, on ne voit pas de détérioration des primes France, Allemagne pendant ces aides-là, ou vraiment de façon très très limitée. Donc il n'y a pas trop de rebalancement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'épargne, on le dit depuis le début. Pour l'instant, il y a de l'épargne, il n'y a pas quoi savoir en faire. Donc de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Après, sur les critères, est-ce qu'on refait un traité, etc. Non, probablement pas. Je pense que la solution, elle va quand même plutôt être de se dire, on arrête le 60% de dette sur PIB parce que personne ne le respecte, que tout le monde a fait ses 15-20 points de dette sur PIB pendant la crise, donc on peut stigmatiser personne. Et puis deux, ça n'a pas de sens. Mais par contre, peut-être, et les Allemands, la coalition justement allemande est très favorable à ça, sachant que les Français l'appellent de leur vœu, et les Italiens aussi, et les Espagnols, c'est plutôt de sortir les investissements, et notamment liés à la transition énergétique, donc les dépenses d'investissement, dépenses publiques d'investissement et non pas de fonctionnement, notamment liées à la transition énergétique. Est-ce qu'on ne peut pas sortir du calcul de l'endettement? On va vers, à mon avis, plutôt ça. Écoute, moi, je suis dans le groupe qui réfléchit aux nouvelles règles budgétaires européennes. Alors, il y a très très loin de la théorie à la pratique. Hein. En théorie, ce que vous avez envie de faire, alors si ça vous intéresse vraiment comme sujet, lisez l'excellent rapport de Conseil d'analyse économique là-dessus, qui est signé de Philippe Martin et Xavier Rago. En théorie, vous avez envie de faire des règles qui sont spécifiques à chaque pays et qui lui autorisent de faire des déficits pour financer les dépenses publiques qui sont très utiles au pays. Le problème, c'est que c'est juste infaisable, quoi. C'est infaisable, parce que c'est très difficile d'identifier les dépenses publiques qui ont un effet positif sur l'économie, sur la croissance, sur la productivité. Je donne un exemple. Quand vous faites ça, regardez, j'ai sorti un gros papier que vous pourrez lire. Quand vous faites ça en comparatif, vous trouvez que les dépenses de santé, par exemple, c'est très bon pour la croissance de long terme.
On comprend pourquoi. C'est une population en meilleure santé, sauf que vous n'allez pas sortir 8 points de PIB des règles de déficit, quoi. Donc vous êtes obligé de dire, je suis obligé d'aller à l'intérieur de la dépense de santé, quels sont les petits bouts les plus importants de la dépense de santé. Alors vous trouvez assez vite que c'est des dépenses de prévention, mais enfin oui, ça devient très très compliqué. Et puis deuxièmement, je ne crois pas une seconde, d'ailleurs c'était dit hier par le Parlement, qu'on aura des règles spécifiques à chaque pays. Je pense que c'est ingérable politiquement. Alors vous dites aux Italiens, tu as droit à 5, et aux Français, tu as droit à 2. Ouais, ce truc-là ne va pas tenir, quoi, etc. Et donc à la fin, on va avoir ce que dit Jean-François, qui est catastrophique sur le fond. Si on va dire au pays, le déficit structurel autorisé, c'était 0,5. Vous avez le droit d'y rajouter la moitié des investissements verts, quoi, en gros. Et donc en gros, ça fera 2, quoi. Et ce qui est pénible aussi, c'est que les investissements verts, ils ne fabriquent pas de croissance du PIB, quoi. C'est des investissements qui font des externalités, quoi. C'est des externalités climatiques, mais ça ne fabrique pas de croissance. Donc vous allez autoriser à financer par la dette des investissements qui ne font pas de croissance, alors que vous allez interdire de financer par la dette des dépenses publiques qui font de la croissance. Donc tout ça est absurde, et c'est le seul truc qui est faisable, quoi, matériellement, dans un temps raisonnable et sans conflit politique. Donc on va finir avec une règle tordue, où on dira, en gros, avant vous aviez droit à 0,5 de déficit structurel, maintenant vous avez droit à 2, quoi, à condition que vous fassiez plus d'1,5 point d'investissement dans le vert, ce que tout le monde fera, donc on va passer. Bon, c'est très à l'européenne finalement, mais oui, quand on se compare, on se rassure, quand on va aux États-Unis avec le plafond de la dette, le plafond des dépenses, et on n'est pas tellement. On va être extraordinairement loin du monde idéal, où on serait capable de dire, dans tel pays, telle dépense est vraiment importante, donc on peut la financer par la dette, quoi. Ça c'est le monde idéal, mais on n'y sera jamais, jamais. Alors, petite question de follow-up, alors encore une fois, dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Justement, s'il n'y a pas d'inflation, ou hors inflation, comment est-ce qu'on va réduire les dettes dans ce monde-là? Alors là, il faut que vous lisiez mon formidable livre sur les dettes qui est sorti hier. Non, pas cher, 11,50 €, etc. Non, mais vous connaissez la réponse. Quand on veut réduire les dettes, la seule solution, c'est de faire défaut, mais il y a différentes sortes de défauts, quoi. Donc, il y a le défaut brutal. Donc, vous dites, j'avais 116% de dette publique par rapport au PIB, désolé, c'est plus que 60, quoi. Donc, vous divisez par 2 votre dette. Donc, ça, personne ne fera ça. Et donc alors vous avez vu dans les journaux d'innombrables économistes bizarres qui appelaient pour une annulation d'une partie des dettes publiques. Évidemment, personne ne fera jamais ça. Pourquoi c'est pas une bonne solution? Parce que tu crées une panique totale, si tu veux. Là, les taux d'intérêt deviennent à 2 chiffres. Enfin, personne ne fera jamais ça. Donc, ne lisez pas les pétitions signées par Piketty. Et puis, deuxième possibilité, vous faites un défaut discret. Alors, un défaut discret, ça s'appelle maintenir pendant 20 ans des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Vous voyez que c'est un défaut, quoi. Vous faites un prélèvement patrimonial sur les détenteurs de dette. Simplement, au lieu de faire 40% en une fois, vous faites 2% tous les ans pendant 20 ans. Donc, en fait, les gouvernements vont essayer, les banques centrales, de faire ce défaut discret. Donc, d'avoir une très longue période de temps avec des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Ce qui passe. Alors, est-ce que ça passe mieux? Évidemment, il faut le consentement des épargnants, mais on va arracher le consentement des épargnants par la répression financière. Donc la réglementation des banques, des assureurs, etc., évidemment, elle vise à empêcher que les épargnants se débarrassent de leurs obligations. Donc ils sont obligés de subir ce prélèvement par les taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Donc voilà. Alors la dernière question, c'est est-ce qu'on a 20 ans tranquilles devant nous? On va pouvoir avoir des taux à 1 pendant que la croissance est à 3, ce qui réglerait le problème des dettes, ou est-ce qu'il y a une crise avant qui fait qu'on n'a pas cette longue période de temps devant nous? Mais la technologie qui va être utilisée, c'est celle-là. Dernière note de bas de page, ne dites jamais c'est l'inflation qui va nous débarrasser de la dette. Parce que c'est vrai à condition que la Banque centrale ne réagisse pas à l'inflation. Il faut que l'inflation monte, mais pas les taux d'intérêt nominaux. Et aujourd'hui, le contexte institutionnel en Europe, il ne permet pas d'utiliser l'inflation pour réduire les dettes, parce que la BCE serait obligée de monter les taux nominaux. Après les guerres, on a eu des inflations très fortes et des taux d'intérêt nominaux quasiment nuls. Ça a tué les dettes, mais ça aujourd'hui, institutionnellement, c'est juste impossible. Donc la solution, c'est le 10 ans à 1 et la croissance nominale à 3 pendant 20 ans. Appeler ça une taxation subtile de l'épargnant. Bon, la réponse dans 20 ans. Je vous propose qu'on s'en tienne là. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, donc n'hésitez pas à ressolliciter notamment tous vos correspondants de la recherche. On sera ravis d'essayer d'y répondre. Donc merci à tous ceux qui sont venus en présence. Merci à tous ceux qui se sont branchés à ce call. Donc on se voit, si vous voulez bien, le 16 novembre où on présente notre Outlook 2022 au sein des équipes de la recherche en mode digital, comme ça. On aura en mode questions-réponses sur un peu
peu tous les prévisions qu'on peut avoir de façon assez détaillée de l'année qui s'annonce. Voilà, merci en tout cas de votre présence et à très bientôt.